Alors, mon nom est Julie Sénécal et j'habite à Gatineau, dans la province de Québec, dans le secteur Hall. Après mes études, j'ai travaillé en recherche. Donc, j'ai fait ça un bon 12 ans. Et après 12 ans, j'ai eu un poste au gouvernement fédéral. J'étais directrice adjointe pour l'Institut de santé publique et des populations aux instituts de recherche en santé du Canada. Les éléments les plus difficiles de mon travail étaient la surcharge de travail. Parce qu'en recherche, il n'y a pas de limite. On ne peut jamais faire assez. Il y a toujours à faire. Donc, la difficulté que j'ai eue en recherche, c'est d'être capable de mettre des limites pour faire la coupure entre le travail puis la vie personnelle. C'était très difficile. Parce que quand je quittais le bureau, je me disais tout le temps, ben là, il faut que je fasse X, Y, Z. Puis demain matin, il faut que je commence avec A, mais le X, Y, Z n'est pas terminé. Donc, c'est toujours le hamster qui roule, qui pense à tout ce qu'il y a à faire. Puis, ben c'est ça, on peut jamais donner assez en recherche. Il n'y a jamais de fin. Donc, c'est ce qui était le plus difficile. C'était ce qui était le plus stimulant, mais à la fois le plus difficile. Aujourd'hui, je le sais, mais dans le temps, je ne le savais pas. Mais mon parcours de santé mentale, quand j'étais jeune, j'ai essayé de fuir la vie, puis je me suis noyée dans le sport. Donc, le sport m'aidait vraiment à gérer mes émotions, à gérer mes détresses et tout. À partir du moment où j'ai eu des enfants, j'ai eu des dépressions postpartum, qui sont des baisses d'hormones quand une femme a accouché. Chez la plupart des femmes, c'est normal, mais ça ne dure pas longtemps. Mais moi, j'ai eu 4 enfants de manière très rapprochée et je les ai cumulés. Et vers le début quarantaine, avec l'emploi que j'avais qui était très exigeant, et moi, je suis perfectionniste, donc je voulais être la meilleure mère, la meilleure employée, la meilleure athlète, la meilleure tout. Je me suis vraiment brûlée. Donc, j'ai fait un immense burn-out. En 2013, j'ai eu un genre de souper avec des amis, puis il y avait une dame qui était là, qui était neurologue. Et elle a vu que j'allais vraiment pas bien. Puis le lendemain, elle m'a téléphoné, elle m'a dit « Julie, elle dit, est-ce que je peux te parler, pas comme une amie, mais comme une professionnelle? » Donc, j'ai dit oui. Elle a dit « Il faut vraiment que tu ailles voir ton médecin, puis tu te fasses mettre en arrêt de travail, tu es en dépression majeure. » Puis moi, je veux dire, quand on est dedans, on s'en rend pas compte, mais j'avais des discours d'idées suicidaires, j'étais pas bien. Je voyais tout en négatif, je voyais pas de futur dans ma vie. Ça a été très difficile. Les raisons pour lesquelles j'ai été hospitalisée étaient souvent par détresse totale et idées suicidaires. Donc, j'appelais... Dans l'Outaouais, il y a un numéro qui est le 811, option 2, qui est pour tout ce qui est défis sociaux, défis de santé mentale. C'est comme le 911 pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, je les téléphonais, puis c'est eux qui soit envoyaient l'ambulance chez moi pour me protéger, puis m'amener à l'hôpital. J'ai été hospitalisée à plusieurs reprises et c'était toujours le même cercle. Donc, j'appelais à l'aide, on m'hospitalisait, on me médicamentait. Ensuite, après quelques semaines d'hospitalisation, quand les médecins jugeaient que j'étais assez bien pour retourner à la maison, je retournais à la maison. Mais dans le même contexte, avec les mêmes problèmes, puis j'avais pas de ressources qui m'étaient offertes pour m'en sortir. Donc, j'étais bien le temps, quelques semaines après être sortie de l'hôpital, et ensuite, je rechutais. Donc, après ça, une autre hospitalisation, puis ça a été un cercle vicieux comme ça pendant 7 ans. C'est pas juste mon expérience, mais c'est l'expérience de plein d'autres. De la qualité des soins en santé mentale au Canada, il n'y a pas de ressources ou d'aide, mis à part juste parler à la personne au téléphone, qui sont mis en place pour prévenir. Il y a rien qui est en place pour la prévention.
de la dégradation de quelqu'un qui a des défis en santé mentale. En santé mentale, c'est tous les jours que quelqu'un a besoin d'appui et de support. Puis ça n'existe pas, un appui et un support tous les jours. Il y a des ressources et de l'aide si les gens ont la capacité de payer en privé. Mais ce n'est pas le cas de la majorité des personnes. Si l'aide médicale à mourir m'aurait été offerte pendant ma période creuse de dépression, avant que je puisse avoir les ressources disponibles, j'aurais dit oui. Donc, je ne serais plus ici aujourd'hui pour vous parler. Mais j'ai eu la capacité de pouvoir payer au privé pour avoir des ressources qu'il n'y avait pas au public. Et aujourd'hui, parce que j'ai fait quand même plusieurs tentatives de suicide, aujourd'hui, je vais vous dire que je vais vraiment bien. Je croque dans la vie à belles dents. J'ai une super belle relation avec mes enfants. Je vois du futur pour moi. Je m'implique énormément dans la société, ce qui me valorise énormément. Et c'est pas parce que je vais mieux que j'ai arrêté les services. Je continue à bénéficier des services et c'est quelque chose qui m'aide à aller de l'avant. Mais pas avoir eu aucun espoir de ressources, c'est clair que j'aurais accepté l'aide médicale à mourir. Je vais parler à un député ou à un politicien ou à un décideur a besoin de pouvoir être en contact avec un spécialiste de la santé presque quotidiennement. Ça peut pas être un rendez-vous par mois. C'est pas suffisant. Parce que pendant le mois qui passe, la personne est toute seule dans son même contexte, dans ses mêmes défis, puis c'est là que c'est dangereux. Avec de l'aide et des ressources, on peut surmonter un suicide et on peut continuer à avoir une belle vie après.